Avant le faire, arriver à faire tout ça. Bon, on va avancer au maximum et le laisser. Voilà. On va mettre la cale, on va le mettre sur la cale. Voilà. Ouais. Le vent, ici, je le soulève. Ça... Ouais, faut faire avant le faire. Mama,
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici à l'aérodrome. Au son des entraînements des Crazy Piper Team qui sont actuellement en train de repérer les axes ici à Sarlat avec un éclatement des 3 PA18. Une présentation que nous allons réaliser cet après-midi et que nous aurons l'occasion de l'espace. C'est un appareil qui est capable de réaliser absolument toutes les missions du spectre, capable de voler à plus de 2000 km/h. Imaginez également un avion dont la vitesse minimale est autour des 180 km/h. Et ça, c'est pour à la fois des interceptions d'avions de ligne, il faut voler vite, mais également des interceptions d'avions un peu plus légers. Nous aurons également l'occasion d'avoir un deuxième ambassadeur qui est considéré comme la petite. Imaginez un avion de 590 kg seulement, avec un moteur de plus de 300 chevaux. Et ça, ce sera la démonstration. Avec également le capitaine Victor Laloué, qui lui aussi a fait un très beau résultat et s'est hissé au 4e rang. Alors cet après-midi, il y aura évidemment cette aviation, cette aéronautique militaire opérationnelle qui vous sera démontrée par les personnels de l'armée de l'air et de l'espace, ceux que l'on appelle les aviateurs. Mais nous aurons également quelques machines qui nous permettront de se rappeler que l'aviation a plus de 150 ans d'histoire, 90 ans ce qui concerne l'armée de l'air et de l'espace, et 150 ans d'histoire qui vont vous être présentés ici cet après-midi. Alors, nous commencerons par de s'équiper grâce à une radiocommande, et ça, ce sera en tout début d'après-midi pour ouvrir le live aéronautique que nous allons vivre ensemble. Il y aura ensuite un avion de construction amateur, ce sera l'avion côtier Monaco, et puis il y aura une parachutiste à l'espace à plus de 90 ans d'histoire en composé de 120 membres. Et il propose 3 de pilotage différents, le premier ultra léger motorisé, mais également le premier de pilote privé. Et cela grâce notamment à 3 instructeurs de vol. Il y a également ce que l'on appelle le brevet. Le brevet d'initiation aéronautique vous comprend un plan d'aéronautique au collège. Si vous avez au moins 13 ans,
Et voilà dans le ciel de Sarlat pour ce début d'après-midi la première démonstration. Une démonstration qui va vous être présentée par deux hommes. Il y a aux manettes, à la radiocommande de cet Extra 330, Frédéric Bou. Et il est accompagné par un homme qui a le rôle de directeur des vols pour cette démonstration, mais également c'est le référent technique, le mécanicien 130 chevaux dans le nez. Un avion qui, lorsque vous allez mettre le manche à droite ou le manche à gauche pour tourner à gauche ou à droite, eh bien vous mettez ce manche une seconde à gauche ou une seconde à droite et vous faites pratiquement un tour sur vous-même. Cette machine, nous la verrons évoluer à échelle 1 cet après-midi avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. L'aéromodélisme, c'est une discipline relativement ancienne parce que lorsque l'on a commencé à construire les premiers véhicules, mais également les premiers avions, il fallait réaliser des expérimentations en soufflerie, et ce, dès le 19e siècle. Alors, on avait créé des souffleries, dont celle de Gustave Eiffel, qui est probablement aujourd'hui restée comme la plus connue de l'histoire. Et à l'aube du XXe siècle, cette activité, malgré tout, commence à s'organiser et nous avons déjà à l'époque les premières rencontres de passionnés, comme aujourd'hui ici à Sarlat. Les aéroclubs que l'on connaît aujourd'hui en France. Et il y a à Vincennes un rassemblement d'aéromodélisme qui va rassembler plus de 5000 personnes. Alors, qui ont été menés par ces petits appareils avec l'atterrissage. Il s'est très largement inspiré de l'aéromodélisme, discipline qu'il avait d'ailleurs pratiquée lorsqu'il était gamin. Pour avoir été l'appareil le plus construit aux États-Unis avec pas moins de 15 600 exemplaires. Et si vous regardez la forme très particulière du nez de cet appareil, il était seul pour rentrer aux États-Unis et sa fiancée l'attendait puisque une semaine après, il devait se marier. Et Francis Gavreski, par amour du vol, il va dire « Allez, juste une dernière ». Il va faire cette mission et malheureusement, lorsqu'il va mitrailler un terrain, Francis Gavreski aurait dit « Alors Francis, ça faisait longtemps qu'on vous attendait ». Un avion que vous connaissez probablement. Une machine qui est beaucoup plus petite et donc on a une réactivité. On peut l'applaudir, on peut les saluer. Et le Fokker triplant, le Fokker TR. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les avions, on en a par dizaines, voire même par centaines sur les aérodromes militaires. Ces appareils non plus. Il faudra parachuter des soldats en Normandie et cet avion qui sera majoritairement utilisé. Alors retour dans le présent à présent avec cet avion, le petit. Cet appareil est un avion de construction amateur, autrement dit c'est une machine qui a été construite par son pilote
qui est actuellement aux commandes et qui s'appelle Gérard Caminade. 80 degrés sur lui-même. Autrement dit, vous mettez le match à gauche durant 2 secondes pour réaliser un tour sur lui-même. C'est un avion qui est de 60 kg à vide et qui pourtant peut voler relativement vite à plus de 330 km/h. Et actuellement, à l'occasion de ces quelques figures de voltige que Gérard est en train de se payer aujourd'hui dans le ciel de Sarlat, eh bien, il va évoluer à des vitesses entre 180 et 280 km/h. Évidemment, qui dit construction amateur dit que Gérard a construit lui-même l'avion qui est actuellement une figure de voltige. On va emmagasiner d'abord de la vitesse. Et puis quand on a la bonne vitesse, on va vérifier également qu'on a la bonne hauteur par rapport au sol. On va venir tirer sur le manche pour réaliser une boucle, comme vient de l'exécuter Gérard aujourd'hui dans le ciel de Sarlat. Et lorsqu'on a terminé la moteur, et on va venir enchaîner une seconde figure. La voltige aérienne, c'est également une discipline sportive et au sein de l'armée de l'air et de l'espace, nous avons de véritables champions du monde et c'est une... Et nous avons John, il a plus de 70 ans et c'est un musicien à la retraite. Alors je veux une même ovation pour le deuxième parachutiste. On lève les mains en l'air, on lève les casquettes, on lève les blousons. Et d'une vitesse de 200 km/h en chute libre, on passe à seulement 5-6 km/h pour venir se poser en douceur. Tandis que sur la gauche, nous avons une voile de couleur jaune et orange qui va également venir atterrir. Également dans le dos. Et là aussi, on lève les mains, on salue, on les encourage. Et on s'aperçoit que le plus dur, il reste à faire, parce que quand on a un peu de vent, comme aujourd'hui à Sarlat, eh bien l'avant-garde ont plié leur voile, et ce pour la faire rentrer dans un sac à dos qui est véritablement minuscule. Ça monte, et on repousse, ça descend. Autrement dit, pour monter et pour descendre, on a un manche à balai qui est entre les jambes du pilote, et pour monter, on va le tirer, et pour descendre, et du côté gauche, on va agiter des petites gouvernes qui sont à l'extrémité des 2 ailes de cet avion. Ces petites gouvernes, on appelle ça des ailerons. Et regardez, l'avion revient face à nous, on met le manche à droite, ça tourne à droite, on met le manche à gauche, ça tourne à gauche. Il va être à la Réunion en 2009, il va passer son brevet de pilotage. Et en 2020, après une carrière militaire, il va créer la société Aérosac qui va proposer des formations au pilotage de ces ULM 3 axes. Parce que je vous parlais du Stomp, un avion des années 30, mais il y a des kits qui ont été construits en version ULM qui reprennent à peu près les caractéristiques du Stomp des années 30. Et pourtant, cette machine, bien qu'elle paraisse être totalement issue des années 30, c'est une machine qui est tout à fait moderne. Zachary, c'est un enfant du pays puisqu'il va faire son baptême de l'air ici en 1986 à bord d'un avion d'ailleurs que nous verrons également évoluer cet après-midi au sein de la patrouille de l'aéroclub du Sarlatais. Et figurez-vous que ce jour-là, le pilote qui était aux commandes pour réaliser le baptême de l'air de Zachary, c'était un homme qui s'appelait tout simplement Jean-Pierre Mesure, qui est aujourd'hui le président de cet aéroclub et qui est l'organisateur de ce meeting aérien.
Le stand des années 30 a donc équipé de nombreuses écoles de pilotage, et ce, dans le monde. Et par exemple, l'armée de l'air et de l'espace l'avait également utilisé au sein d'une patrouille que l'on appelait la patrouille de l'école de l'air. Ça, c'était en 1937, une patrouille qui avait été ensuite renommée Patrouille des Tempes. La Patrouille des Tempes, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la Patrouille de France. C'est un avion qui, lorsque vous êtes à bord, eh bien, est biplace en tandem, autrement dit, le pilote est assis en place arrière. C'est une machine qui est simple de construction, qui est faite en bois et toile, et qui possède un train d'atterrissage classique. Ont été ferraillées et pourtant certaines restent rescapées des chalumeaux des ferrailleurs. Et puis certains industriels, notamment belges, ont découvert que voler en stand c'était le bonheur absolu. Alors ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des kits pour faire en sorte que Monsieur Dumont puisse voler également à bord d'un stand de l'époque. Et en plus il a la tête à l'air, alors je vous assure qu'il vous voit. Alors au son du décollage d'un Cessna 150 un peu particulier, le ciel va appartenir à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique mondial que Rémi, tu représentes cet après-midi sur le carpodium de l'armée de l'air. Les avions d'entraînement, il a conçu celui-ci à la fin des années 50. Donc vous voyez que c'est un avion qui fait un joli bruit mais qui n'avance pas très très vite parce que c'est un avion qui n'est pas très motorisé à l'époque. C'était Tito qui était motorisé par un Lycoming de 190 chevaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'aviation, même si on compare par une voiture, c'est pas beaucoup. Donc Xavier, aux commandes, il a utilisé la prise d'altitude pour gagner de l'énergie. Vous voyez qu'à chaque évolution, il essaie de ne pas trop dégrader sa vitesse, de ne pas casser sa vitesse, parce que 200 chevaux pour un avion de sous-poids, effectivement, c'est assez modeste. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des avions avec des énormes moteurs pour entraîner les pilotes. Ceci dit, on a une petite pensée pour tous les pilotes yougoslaves de l'époque, qui devait ensuite passer sur jet. Donc je pense que ça devait passer à peu près de l'équivalent d'une 208 à une voiture de course. Je pense que la marche était haute. Donc cet avion, il est une fabrication tout à fait traditionnelle. Regardez, une évolution face publique avec un... Je me dis pour qu'on puisse entendre le bruit du Lycoming 190 chevaux. Donc cet avion, il est rentré dans l'association grâce à quelques-uns de ses membres, dont Xavier qui est aux commandes. Il était auparavant basé à Normande au sein de l'escadrille Orion. Il était dans un hangar depuis une quinzaine d'années parce que l'escadrille Orion, c'est une équipe très dynamique mais qui a beaucoup de projets en cours. Et donc on a fait beaucoup de travaux dessus en termes notamment d'électricité et d'avionique. Quand on a découvert l'univers de tout son ancien système, parce qu'on est une équipe d'une quinzaine de personnes passionnées de tous horizons, et on s'y est tous mis, et aidé par un électricien de métier, on a remis cette machine au bout du jour. Tous les jours, il est médecin aéronautique, notre pilote de cet avion yougoslave, un avion d'un pays qui n'existe plus, un mix avec un avion américain, une verrière de P-51 et puis un arrière de Yak-9. Il est médecin aéronautique, il est breveté pilote privé, il a réalisé des évacuations sanitaires. Et puis d'évacuation sanitaire en évacuation sanitaire, il s'est dit tiens, l'aéronautique ça me plaît. Alors il a poussé les portes d'un aéroclub et puis aujourd'hui, regardez-le évoluer, il vole aux commandes d'avions d'exception. Absolument, il a même fait également piloter des avions en train classique, des Jodel, ce type de machine. Alors il n'a pas besoin de qualification extraordinaire pour piloter ce type de machine. Un brevet PPL de pilote privé suffit, mais après on a la chance d'avoir au sein de l'association des pilotes très chevronnés, des pilotes professionnels, et tous les pilotes qui font les présentations ont beaucoup d'heures d'entraînement. On n'a pas beaucoup à se forcer pour voler. On trouve dans le plancher du CJ6. Alors effectivement, c'est une originalité que je n'ai pas retrouvée sur d'autres appareils.
Quand on est en panne radio sur ces appareils, il faut s'imaginer que ce sont des appareils à lampe, hein. Donc le risque de panne, il est quand même assez élevé. Quand on est en panne radio, il faut pouvoir communiquer avec la tour. On peut le faire en battant des ailes, on peut le faire avec des signes, mais on le fait traditionnellement depuis la tour de contrôle avec des fusées. Eh bien, les concepteurs du Nanchang CJ6, que vous allez voir évoluer tout à l'heure, avaient un trou dans le plancher, et sur le côté du cockpit, on trouvait une cartouchière où on pouvait trouver des cartouches, des fusées blanches ou vertes en fonction du besoin pour signaler la panne. Et donc quand il y avait un souci radio, l'élève radio attrapait un pistolet lance-fusée. Ah, excusez-moi, j'interromps ce discours sur le CJ6, puisque le Cessna FRA 150M Aerobat, aux commandes de Ludovic, attaque une série de voltiges. Alors vous voyez que normalement avec un Cessna 150 normal, le fleuveau du Cessna 150 a été remplacé par un moteur Rolls-Royce 230 chevaux. Alors Ludovic, il a appris à piloter sur cette machine. Il a été le plus jeune. Il s'est inscrit à des concours de voltige avec ce Cessna. Autant vous dire qu'on ne le voyait pas venir. Les jeunes diraient que c'est un sleeper ce Cessna. C'est-à-dire que ça ressemble à une machine assez banale. Et regardez ce qu'on peut faire avec un Cessna. Regardez Ludovic. Alors Ludo, il est donc jeune macaroné dans l'aéronaval. Le programme de voltige à ses côtés. Et j'ai pas l'estomac aussi bien accroché que lui. Au bout de 10 minutes, je ne savais plus trop bien où était l'air, où était la terre, où était le ciel. Et cet avion, il a été fabriqué en France. Il a été fabriqué du côté de Reims, dans une société qui s'appelait Reims Aviation et qui fabriquait des Cessna sous licence. Alors regardez comme il exploite les possibilités de la machine, puisque là on n'a pas une machine qui est surmotorisée. Vous allez voir Pierre Espias aux commandes d'un 421, il est en train de faire sa prévol et d'inspecter sa machine. Vous allez voir, et c'est d'autant plus essentiel que la machine manque, on va dire, de chevaux. Alors il y en a bien assez pour faire les évolutions. Et ce Cessna, il y a une belle histoire parce que ça a été le premier avion sur lequel Jacques a piloté, le pilote du Nanchang. Ça a été l'avion de début de Ludovic. Et ça a été également l'avion de formation de beaucoup de la sœur également de Ludovic, Amélie, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui ont fait un coucou. Puisque quand on parle de Cessna, on parle évidemment d'un avionneur américain. Et pourtant, il y a un homme qui avait écrit un livre, un ouvrage où il raconte ses frayeurs aux commandes de Typhoon. Cet homme, c'est Pierre Klosterman. Pierre Klosterman qui n'est autre que l'auteur du Grand Cirque. Et Pierre Klosterman, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il prendra les commandes de cette industrie qui s'appelle Reims Aviation et qui a justement fabriqué cet avion. On peut même faire un clin d'œil à Pierre Klosterman parce que tu me diras si je me trompe, il me semble qu'il a vraiment volé sur Broussard en Algérie, il a rempilé après avoir attaqué d'autres carrières, il est revenu en armée. Il reviendra ensuite à l'issue sur Broussard, notamment dans les années 60 en Afrique du Nord, et ça ce sera un peu plus tard sur un avion que nous verrons évoluer également dans le cirque de Sarlat. Rémi, cet avion, on pourrait, si on devait trouver une citation, on pourrait dire que les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas Rémi? Ah tout à fait, puisque c'est un avion qui a été à l'origine fabriqué pour une commande pour un pays africain. Le pays africain n'a pas réglé la note et cet avion du coup a été repris et il a atterri en Espagne pour le compte du Royal Aéroclub du Maroc qui dépendait de l'armée. Et donc cet avion-là ensuite a été loué à des aéroclubs en France. C'est comme ça que Jacques a fait ses premières heures de vol dessus. Alors on dit mais comment il est aux mains de l'AXPAM aujourd'hui? Comment Jacques a réussi à retrouver cet avion? Tout simplement, il est tombé sur une petite annonce, l'avion était à vendre, et il a sauté dessus, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut retrouver l'avion de ses premières heures de vol. Et donc il a été racheté, repeint. Vous voyez que Ludovic bat des ailes. Je compte sur vous aussi dès son atterrissage pour le féliciter cette démo. J'espère que vous aurez apprécié c'est rare de voir un avion qui n'a a priori pas destiné à faire ce type d'évolution, arriver à se bouger avec autant d'aisance. Et ce Cessna 150. Donc je vous demande de l'applaudir.
et de le féliciter pour cette démonstration éblouissante à chaque fois qu'on voit évoluer le Fury, la mascotte que vous pouvez retrouver à Bordeaux-Socats, puisque notre association à tous les bénévoles. Et oui Rémi, c'était partout les bénévoles à l'accueil au niveau des parkings, alors est-ce qu'on peut applaudir? Ça la passe très fort, donc un avion d'entraînement optimisé pour l'entraînement des futurs pilotes de chasse chinois, donc il fallait commencer à les habituer en plus de la navigation à des évolutions serrées, à des évolutions les préparant au combat aérien. Et vous voyez que les évolutions que fait Jacques sont dans un volume tout à fait restreint pour un avion de cette taille-là. Donc c'est un programme de voltige que l'on répète soigneusement, bien évidemment, meeting. L'ambiance dans l'association est très conviviale, mais on est des gens sérieux, qui ne nous prenons pas forcément au sérieux. Et donc le soir, souvent le samedi, vous avez Jacques Zuir, vous avez les démonstrateurs, les ambassadeurs de Bordeaux-Socats. On est toute une bande avec l'Aéroclub à avoir monté un petit stand. Et vous pouvez venir nous retrouver. Alors regardez Donc vous pouvez venir nous retrouver sous la tente de manière à soutenir l'association. Vous pouvez acheter des patchs aux couleurs du nom. Donc l'ABSPAM, c'est une bande de passionnés, alors qui ne sont pas du tout tous dans l'aéronautique. Vous avez un chauffeur routier, vous avez un kiné, vous avez des jeunes filles en formation dans l'aéro, vous avez des futurs ou actuels pilotes de l'aéronaval, vous avez des futurs pilotes pro, des jeunes femmes, membres de l'association aussi, vous avez un chef métro de Yougoslav et le nom de champ de CJ6. Ils portent tous une étoile rouge, effectivement, l'ABSPAM. Nous, on a préféré des avions du bloc de l'Est. Et voilà un avion extrêmement bien né. Il est maintenant équipé dans l'armée chinoise d'écrans, de ce qu'on appelle des EFIS, des écrans électroniques qui remplacent les traditionnels cadrans, sur toutes les manettes et sur certains cadrans. Alors c'est assez rigolo quand on navigue en patrouille, parce que les avions du bloc de l'Est ont leurs instruments qui sont pas comme les avions américains ou même certains avions français. On parle en km/h, on parle en mètres. Le Cessna, on parle en miles per hour. Le Longchamp, on parle en nœuds, donc on est obligé de faire un peu de calcul mental pour savoir à quelle vitesse les uns et les autres volent. C'est la joie d'avoir des avions aussi variés au sein de notre association, donc à Bordeaux-Socats. Si vous passez à Bordeaux-Socats, on est dans un hangar sur la plateforme à côté de hangar de chez Tazo, n'hésitez pas à venir nous voir. Et surtout, venez nous rencontrer sur le stand. Suffisante au goût de Jacques. Donc Jacques, il est expérimenté, il a 19 000 heures de vol, c'est un ancien pilote de l'aéronaval qui a évolué sur étendard. Il est ensuite devenu pilote de ligne et puis instructeur. Alors ça nous sert bien parce que quand Jacques nous donne des conseils, nous autres pilotes avions ou ULM, on se base sur son expérience et ça nous est précieux. Et vous voyez qu'il fait évoluer ce Longchamp à peu près dans la même zone d'évolution que le stand tout à l'heure, c'est vous dire la manœuvrabilité de cette machine. C'est tout à fait spectaculaire. Alors on a la chance à Belvez d'avoir une scène offerte pour nos avions, qui permet de les faire évoluer pas trop loin du public. On peut vraiment profiter des évolutions, c'est un beau théâtre. Et en même temps, Jacques il va sortir le train d'atterrissage, il va sortir les volets et il va faire une présentation pour poser. Quand on a vu cette évolution sur le Rafale sous le display, on s'est dit ça c'est vraiment classe. Et donc Jacques il a pris le Longchamp, il est monté bien haut pour voir si ça passait. Alors regardez si c'était réalisable. On part en break. Oui, la dérive au vent. De voltige élite et les championnats du monde se sont terminés hier soir. C'était en Pologne, à Zamość, dans l'est de la Pologne.
Et effectivement, c'est exceptionnel pour nous puisqu'on a ramené notre 6e titre de champion du monde de voltige. C'est l'âge devant vous, avec le capitaine Sébastien Souchet, le photographe caméraman Florian Roussard. Depuis de nombreuses années. Un avion vraiment taillé pour la voltige, un avion de fabrication allemande, le meilleur avion de voltige des 15 dernières années. Un peu moins de 600 kg à vide avec un moteur de 330 chevaux en ligne, 6 cylindres en ligne et des commandes de vol en 2 secondes. Et un avion certifié à plus 10, moins 10 G, sans système d'aide au pilotage ou de pantalon anti-G pour justement lutter contre ces fameux G. À 100 km/h pour l'éventail. Voilà, et Souche donc va vous faire une petite surprise dans le ciel. Merci Sarla.
Ce cœur est pour vous. Au cœur de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Et fin de démonstration, on va refaire le plein. L'adjudant pommier va. DLC pour Long Cockpit, autrement dit, c'est un appareil qui est présentation en vol avec des appareils un peu plus modestes et qui vont nous permettre d'illustrer ce que sont les 600 aéroclubs Cessna 172, un avion de voyage, et nous aurons l'occasion de reparler un peu plus tard. Mesdames et messieurs, c'est un Genel des 112. L'an dernier, nous avons le petit dernier, la nouvelle, le Genel des 112, l'avion historique du club. Nous allons pouvoir évoquer ensemble un peu l'histoire de cet aéroclub qui passionne pour les tout premiers meetings aériens, et en 1950, c'est aussi le premier meeting aérien qui aura lieu ici, à Sarlat. En 1953, extraordinaire de 750 mètres, cette piste où aujourd'hui les avions se posent à l'occasion. Ce n'est pas thème de l'air. Et face à vous, mesdames et messieurs, l'avion de voyage de l'aéroclub, le Cessna 172. Et oui, faire partie d'un aéroclub, c'est apprendre à piloter, mais c'est aussi avion. Et l'idée avait été de construire un avion que l'on appelle le Cap 10 pour aller décrocher des titres. De cette évolution du Cap 10 sont nées des générations et des générations d'appareils dont fait partie ce Cap 21, dont 16 unités ont été construites. C'est une machine qui a été spécialement étudiée pour la l'EVA, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace que vous avez vu évoluer tout à l'heure aux commandes de l'Extra 330. Et bien durant quelques années, ils ont eu le Cap 21 en qualité de monture. Nous avons donc Claude Bessières, mais également Patrick Paris qui deviendront champions du monde en 1990 et 1998 aux commandes de cette machine. En 1984, Patrick Paris et Claude Bessières remporteront les championnats du monde en Tchécoslovaquie, mais également les championnats d'Europe en Hongrie, et ça, ce sera en 1985. Alors regardez, on pousse sur le manche et là on encaisse des jets négatifs. Autrement dit, quand on est ici sur la Terre, on pèse une fois son poids, on ressent un jet. Quand on est à bord d'un avion de voltige, on est secoué et on peut ressentir des jets. Ces jets, ils nous tassent véritablement dans le siège, ce qui fait qu'on a le visage déformé, le sang part au niveau des jambes. Évidemment, quand on est dans un avion de combat, on a des pantalons anti-jets qui vont... C'est quand même pas mal.
salue Pierre Espia et son Cap 21. C'est délicat et c'est pas très simple. On a des commandes qui sont extrêmement nerveuses, alors il faut... Alors lui aussi, Michel, on peut le saluer. En France, également au sein de la gendarmerie, mais également au sein de la Robinson dans le milieu de ceux durant à peu près 2 heures de vol. Et il vous est présenté aujourd'hui par l'Héliclub du Périgord, une association qui, à la manière d'un aéroclub, regroupe une 50aine de membres. Alors Michel Polaco, ce nom ne vous dit peut-être probablement rien, mais si un jour vous allumez votre télévision, eh bien vous le verrez peut-être, parce qu'après avoir été plus de 30 ans patron de Radio France, et comme il est passionné d'aéronautique, il a passé son brevet de pilotage ici, à Sarlat. Et qui dit Héliclub dit que cette association organise une virée en hélicoptère. Cette machine, elle apporte crée la sustentation et de les abattre. En quelque sorte, les avions qui ont démocratisé l'aéronautique. On est dans les années 30, on est aux États-Unis et il y a une firme qui s'inspire d'ailleurs de l'automobile. Vont naître des versions beaucoup plus évoluées et ces versions plus évoluées, elles sont actuellement dans le ciel. Ce sont des PA-18. Et effectivement, ces PA-18 en forme de flèche sont poursuivis par le Cap 10 qui essaie de les intercepter. Alors on a 3 avions, on a le Cap 10 et le Cap 10 va essayer d'intercepter nos 3 Pipers. Lequel des 4 va gagner? Eh bien dans quelques instants la réponse. Et on a notre Piper, on a notre Cap 10. Nous avons Marc comme pilote qui était un ancien ingénieur chez Airbus. Dans son ailier droit, le Piper jaune. Nous avons Stéphane qui également était un ingénieur chez Airbus. Et l'ailier gauche, dans le Piper vert, était à 380. Et on a le Cap 10 qui dans le ciel de Sarlat est agressif, qui va essayer de pourchasser les 3 Pipers qui sont actuellement en train d'évoluer. Le Cap 10, lui aussi, c'est un avion de voltige bien connu des aéroclubs. Là aussi, un avion signé de la famille Mudry qui va former des générations et des générations de pilotes de voltige. L'armée de l'air et de l'espace va également l'utiliser jusqu'en 2005 pour la formation des pilotes de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'était de détrôner tous les avions américains qui raflaient absolument tous les titres internationaux et ceux de par le monde dans les compétitions aériennes. Un avion biplace côte-côte. Et tandis que nos 3 Pipers arrivent en colonne, on a notre Cap 10 qui essaie de les pourchasser et qui ne les lâche plus. Il semblerait que le Cap 10 ait touché le dernier ligne. Dans le combat de chien, et je peux vous assurer que dans les avions ça transpire parce qu'on essaie de poursuivre l'ennemi, on essaie de le verrouiller dans le collimateur et quand on est au bon moment, on envoie une rafale.
Alors évidemment, sur les avions modernes, on a des systèmes de contre-mesure qui vont permettre d'éviter d'être touché. Mais là, on est dans des avions à l'ancienne. Et les Piper qui lancent des bombiliettes sur la voiture ennemie de l'autre côté de la piste. Les Piper ont donc décidé une autre stratégie. Ils viennent de larguer leurs emports sur le véhicule de l'ennemi et ce pour l'affaiblir. Et on a notre Cap 10 qui va donc tenter une nouvelle passe de tir pour arrêter les joyeux de la reine. Le Piper J3 que vous voyez évoluer dans le ciel, aux côtés du Cap 10, on en compte 3. Aujourd'hui, c'est un avion qui lui aussi a été militarisé dans les années 1930. Et on pourrait le comparer à la fois que la Ford T pouvait être peinte de n'importe quelle couleur pourvu que ce fût en noir. Les Cubs, eux aussi, vont avoir leur couleur de prédilection et ce sera le jaune. Vous l'avez remarqué, certaines de ces machines, mais il était nommé Piper L4 dans ses versions militaires. Il avait été équipé de bazooka également, sur des terrains qui étaient courts, mais également sur des pistes qui n'étaient pas du tout aménagées. Et d'ailleurs, il avait une capacité très très étonnante à rebondir, si bien que ces avions, on les a surnommés tout naturellement, et grâce au peur. Je crois que notre Cap 10 a encore fait des ravages dans le ciel de Sarlat parce qu'on a un deuxième avion qui a été touché. Et il semblerait également que le Cap 10 souffre d'une attaque de la part des Piper. Et par ailleurs, pour la petite un état de vol. Et oui, la Seconde Guerre mondiale a véritablement donné ses heures de gloire à ce Piper L4. L'une des plus belles missions du Piper L4, c'est certainement celle effectuée le 24 août 1944. C'était par le capitaine Jean blindé du général Leclerc. Et à bord de cette frêle machine entoilée, ils vont survoler Paris, ils vont braver la DCA. Et tandis qu'il y a énormément de tirs allemands au-dessus de Paris, ils vont simplement lancer un message au-dessus de la préfecture de police qui est assiégée. Et ce message, il dit simplement « Tenez bon, nous arrivons ». Évidemment, le Piper va repartir totalement criblé de balles, un peu comme aujourd'hui dans le ciel de Sarlat avec la pensée pour faire de la voltige aérienne. Tout a une certaine limite parce que cet avion a été militarisé, donc on en a vu évoluer avec des roquettes sous les ailes. Et sur les ailes, on a également trouvé des potes d'armement. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était aucune fausse note quand on le reprend. Alors comment cet avion s'est retrouvé en France? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un industriel, il y a de cela quelques années, c'était en 1985, qui a été avec la flotte mondiale de Marchetti. 1000 exemplaires de ce modèle ont été construits. C'est un avion particulièrement apprécié, il y en a plus de 800 encore en service à ce jour dans une cinquantaine au sein de l'armée belge. C'est un avion qui est très doux aux commandes, qui peut encaisser des jets de plus 6 jets. L'avocat, c'est le capitaine Butin qui est le coach du Rafale sur le display, puisqu'il y a de cela seulement quelques années, ils ont commencé le planeur ensemble. L'un est devenu pilote au sein d'Airbus, l'autre est devenu pilote présentateur au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Comme quoi le monde est petit et aujourd'hui, il se retrouve ici à Sarlat en qualité de pilote. On profite que Cédric est une verrière absolument magnifique pour le saluer. La vitesse est contrôlée et on va venir sortir au taxiway. Bravo. Vous êtes en voiture et que vous ouvrez le carreau, mettez la main à l'extérieur, vous allez avoir un vent relatif qui va s'exercer sur votre bras. C'est un peu le même principe avec ce rotor. On a un moteur propulsif et l'air qui vient frapper la figure vient en même temps entraîner le rotor supérieur.
Absolument, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, la pale qui recule est soumise à une dévente, ce qu'on appelle la prise anti-rotative, et la pale qui avance va supporter l'avion. Les rotors tournent à 350 tours minute en normal, jusqu'à 500 tours minute. Le rotor faisant 8 mètres 54 de diamètre, cela veut dire que la vitesse endopale est de 700 km/h. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'en Italie, on sait faire de beaux avions, et bien justement, ce Mani 2, il nous vient tout droit d'une petite firme qui est basée à Naples et qui est justement spécialisée dans la fabrication de ces machines. Et l'idée cet après-midi, c'est de représenter les capacités extraordinaires de cette machine. Daniel, quand on parle autogire, on parle ultra léger motorisé. Mais de quoi s'agit-il? Ultra léger motorisé veut dire une machine qui pèse moins de 450 kg à pleine charge et qui peut évoluer à des vitesses de moins de 60 km/h. L'autogire est un appareil qui ne décroche pas. C'est-à-dire là, il est en train de faire du surplace, il ne décroche pas. C'est uniquement la vitesse descensionnelle qui fait tourner le rotor et qui sustente l'appareil. Et oui, le décrochage, je pense que ça mérite quelques explications. Le pilotage d'un avion, on pourrait le résumer à faire du vélo. Consacrer toute sa vie, notamment à construire des accordéons. Absolument, c'est un virtuose du carbone et de la fibre, et il est capable de remanier un appareil comme ça en faisant un plus confortable de voler avec ça. Alors historiquement en autogire, on vole la tête à l'air libre, mais quand on fait des distances un petit peu longues, c'est fatigant. Mais pour ceux qui font de la moto, si vous êtes motard, eh bien l'autogire c'est forcément fait pour vous parce qu'on y ressent absolument les mêmes sensations. D'abord, on a cette sensation de liberté extraordinaire et puis ensuite on peut voler très bas mais également très vite. Oui, effectivement, la vitesse peut aller de 50-60 km/h jusqu'à 180 km/h avec une vitesse de croisière en général de 130. Comme on a 80 litres d'essence qui consomme à peu près 16 litres à l'heure, ça veut dire qu'on peut faire quelques 600 km, c'est-à-dire 5 heures de vol. Et d'ailleurs, avec Patrick, un jour, nous sommes partis en Allemagne, Autriche, Tchéquie, en 8 jours. Et on a rejoint Strasbourg. On ressent les sensations que devait ressentir Peter Pan. Alors cet ULM, me semble-t-il, qui nous vient de Belvès, un aérodrome qui est pas très loin. Il est dans un hangar d'une entreprise qui s'appelle ULM 24, c'est une école privée. Elle dispose d'un instructeur, de 5 machines et le directeur fondateur c'est Philippe Almé. On le salue à l'occasion de la démonstration de Patrick Poliou. Souvent les ULM, on a tendance à réduire ça à une sorte de tondeuse un stationnaire un peu plus motorisé qui va nous être présenté par un homme qui lui aussi a une expérience aéronautique longue comme le bras. Il s'appelle Thierry. C'est une machine robuste et bien évidemment les armées se sont rapidement intéressées à cet avion. Il est équipé d'un moteur de 800 chevaux et en 1949 l'US Air Force en est équipé. Utilisé par la marine américaine dit également que c'était un avion qui a été embarqué sur porte-avions. Alors on a certaines versions de cette machine qui ont été équipées d'une crosse d'appontage et ce pour se poser sur quelques trentaines de mètres. L'histoire du T-28 ne s'arrête pas simplement aux États-Unis puisque bien qu'il n'ait jamais été armé dans ses premières versions, et bien là aussi à l'époque qu'il l'est d'ailleurs toujours, il s'appelle Francis Vital. Un avion qui avait été construit pour faire la guerre de Corée, le Vietnam,
et qui est, comme sa structure le dénote, un avion particulièrement lourd. Alerte à la bombe, me confiait Thierry de Paris sur son avion. Un succès commercial et pas moins de 1100 exemplaires de ce T28 vont sortir des usines. Alors quand vous êtes à bord du T28 dans le poste de pilotage, d'abord on est dans un avion à l'américaine, alors il... Tu leur mets dans ma peau, elle est heureuse. Et quand un avion quitte le service actif, il y a toujours une association pour dire, eh bien non, moi cet avion, je souhaite qu'il reste encore quelques temps dans son élément, autrement dit les airs. Et c'est le cas de l'avion qui va s'élancer sur la piste dans quelques installations sanitaires, mais également quand on était motivé et qu'on ouvrait la porte latérale, il avait également été utilisé comme PC volant, mais également à des fins de parachutisme. 386 exemplaires ont été construits de cette machine. Et le Broussard, c'est un avion qui va être démilitarisé en 1986 et comme je l'évoquais, il va être 19 ans s'envoler avant de trouver chez ces passionnés d'aéronautique un but, faire des meetings aériens et être présenté. Alors c'est un peu antinomique, mais c'est un avion qui est bruyant. Et pourtant c'est un avion qui va être utilisé pour vous observez le train d'atterrissage. Ce sont simplement des lames en métal. Et ces lames en métal, quand on vient se poser sur la piste, eh bien on rebondit une fois, deux fois, trois fois parfois. Et aujourd'hui, cette machine, elle vous est pilotée par Roger Glangot. Lui, dans la vie de tous les jours, c'est un ancien pompier de Paris. Il va commencer l'aéronautique en 1973 au sein de l'Aéroclub de Limoges. Il va voler sur tout un tas d'avions d'aéroclub, les Diamond, les CDK-4. Et puis, il va s'orienter vers la restauration d'avions tels que celui-ci. Il est accompagné aujourd'hui pour cette présentation en vol d'un membre d'équipage technique qui s'appelle Thierry. Et leur plaisir les week-ends, et bien voilà, c'est d'entretenir ce patrimoine aéronautique volant. On fait pour monter très vite, larguer des parachutes et redescendre aussi vite. La vitesse est bonne, l'axe est bon. Et visiblement aujourd'hui, l'équipage du Broussard se paye un passage supplémentaire. Ce que vous voyez évoluer devant vous sont dans l'avion blanc et rouge le leader, Alain, Antonin, l'ailier de droite et Mathieu qui est à gauche. Et vous voyez que quand on applaudissez-les. Les avions sont en éloignement pour la prochaine figure. Les trois derrière le monsieur avec le vidéo. 8.
Ils se préparent à leur prochaine figure. La prochaine figure, c'est une couillotte, figure emblématique de notre patrouille. Les avions sont en descente, ils prennent de la vitesse pour réaliser la couillotte. Et les deux TACNAM. Les deux TACNAM sont des avions italiens métalliques. Ce sont des avions écoles sur lesquels vous pouvez faire votre formation. Le cap 10, vous allez entendre les échanges entre les pilotes. C'est un palier. Ce sont des avions écoles qui ont une faible consommation avec moins de 15 litres heure pour les TACNAM. Une autonomie de 5h30. Et top, c'est le croisement. Les avions utilisés appartiennent à l'aéroclub des ailes toulousaines. Vous pouvez effectuer votre formation dessus à faible coût. Si vous voulez, et si vous êtes une future femme pilote, il en existe aussi. N'hésitez pas à franchir la porte d'un aéroclub, on vous ouvrira grand les bras. Le top des fumigènes. Une couillotte pour le leader, le deuxième et le troisième ailier. Il vous faut vous entendre un peu hésiter. Pour devenir pilote de loisirs, est-ce qu'il faut être un crack en maths? Pas du tout. Est-ce qu'il faut une... Les avions vont effectuer une figure à la hauteur Y. Ils vont réaliser un papier. Applaudissez-les. Pour faire un papier, il faut basculer le manche du côté où on veut tourner, tout en tirant sur le manche pour monter. Et oui, le pilote tâche, c'est haut. Et vous entendez applaudissez. On profite d'un cadre exceptionnel sur cet aérodrome. On en a beaucoup en France, ce sont des véritables poumons verts. Alors, du leader, des fumigènes qui vont être activés. Le leader se porte en vente à l'air.
Imaginez que vous pilotez le week-end un avion qui fait 105 kg et la semaine, vous pilotez un avion qui en fait seulement 560 tonnes. C'était le cas de Jean-Marc Roussy quand il volait encore au sein de la compagnie aérienne Air France. Il a terminé 63 ans aujourd'hui et c'est un passionné de deltaplane. Alors, quand on est passionné de deltaplane et qu'on découvre cette aile volante, c'est une véritable histoire d'amour. Il va en être le propriétaire et ce depuis 5 ans. Et Jean-Marc, quand on lui demande comment ça vole une aile volante, il lui répond tout simplement que ça se pilote aux fesses parce qu'il n'y a aucun cadre. Il y a simplement un petit bip 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 qui va vous indiquer si vous êtes sous un courant d'air chaud. Et dans ce cas-là, si on est sous un courant d'air chaud, eh bien, on peut reprendre de l'altitude et ce, sans utiliser de moteur. Les ailes volantes, c'est un concept qu'on a plus beaucoup vu l'équipe américaine au sein de l'US Air Force, et notamment avec un homme qui s'appelait Jack Northrop. Jack Northrop avait une glace DC-3, et bien Jack Northrop, il avait posé des concepts à la Wrangler américaine, des concepts. Alors mesdames et messieurs, avez-vous déjà vu voler un prototype? Probablement non. Eh bien si, aujourd'hui vous pourrez dire j'ai vu voler un prototype. Parce que le Pitts Model 12 qui vous est présenté actuellement, il est unique en France. Le Pitts spécial. Et à la fin de sa vie, Curtis Pitts avait développé des avions qui étaient surmotorisés de plus de 500 chevaux, des avions qui étaient totalement incontrôlables parce qu'extrêmement légers. Et ce Pitts Model 12 qui est donc unique, il a été dernier et récupéré par Franck Soral et il a revolé juillet 2023 et ce pour la première fois. Aussi c'est un passionné de la première heure, il commence le vol-à-voile à 15 ans, il commence également la voltige aérienne à 17 ans, il va voler le plus haut quand on parle des voltiges aériennes, et puis il va faire une carrière de pilote de ligne. Aujourd'hui il est commandeur sur une 777 et ça c'est Air France. Alors demain quand vous prendrez l'avion, eh bien peut-être que vous resterez sur France Soral qui vous emmènera à un autre niveau. C'est son métier, il est week-end, il est présent sur les meetings aériens. Puisque cet avion, il a décidé d'acheter l'année de la voltige, il achète ses avions pour faire des métiers. Et avec lui, quand ils font partie de cette patrouille, c'est une histoire d'amitié qui s'exprime. Il faut faire vite pour le trouver, le gars. Et parce qu'un peu de chemin, vaut mieux que le discours.
maximale de 10. En fonction des petits erreurs, des écarts, ce qu'ils ont sous les yeux, ils tiennent les points. Vous avez un programme Covid, vous avez pu travailler tout l'hiver, et un programme Covid. Je vous ai donné la veille pour le lendemain, c'est aussi un groupe de préparation à la phase de mémorisation. C'est pour ça que nous, avec l'équipe de team, on travaille régulièrement avec un préparateur mental, un hypnotiseur, la gestion du stress, c'est un vrai sport. Le vent aussi, à prendre en compte, vous pouvez rouler dans un tube de 20 kg de un kg devant un écran, un avion qui va jusqu'à 400 km de calcul. Oui, je peux traverser le boss. Vous pouvez faire la plus belle figure du monde si elle est trop en haut, trop à gauche, trop à droite, et bien les juges ne vont pas vous mettre de bonnes notes. Donc il y a tout un travail de stratégie à préparer au sol avant de partir en haut. Actuellement, c'est la voltige freestyle, donc c'est vraiment la discipline de voltige la plus esthétique, avec de la musique obligée. Un petit peu différent de ce qu'on pratique en compétition, qui est un petit peu plus géométrique, pas figé. Une trajectoire donc à la verticale ou à 45 degrés sur le dessus. Une combinaison de figures de base, des tableaux, des boucles, des grilles, faire un trois quarts de tour, un tour d'écart. C'est une combinaison de tout un catalogue. Champion de France, champion d'Europe et maintenant double champion du monde en titre. Et également le capitaine Nicole dans l'équipe. Il est 4e place. Et elle a gagné notamment la semaine dernière. Qui est particulièrement relevé depuis de nombreuses années. Voilà, très belle montagne de souche, plus de 4000 heures de vol. D'abord de notre Extra 330 X, version monoplace qui complète notre flotte de monoplace 330 XC. Nous avons fait de l'équipe depuis fin 2008 déjà.
sur le cœur de l'équipe de voltige de Montpellier à l'espace pour remercier Sarah pour cet accueil, cette magnifique passage tranche. Une dernière question blind test. Il va falloir mobiliser ses connaissances. Avant le faire, arrive à faire tout ça. Avant le faire, arrive à faire tout ça.
Il était aux commandes du Rafale sur le display cet après-midi, c'est le capitaine Millet, alias Mimous. Et dans quelques instants, il va se présenter à vous pour également présenter son équipe technique qui était présente au niveau de la tente tradition. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir le capitaine Millet. Ça là. Donc en effet, je suis le capitaine Mimous, voilà, le pilote du Rafale sur display pour la saison 2024-2025. J'espère que vous avez bien apprécié le show qu'on vous a proposé aujourd'hui. Nous, c'était très agréable de voler dans cette région. Le ciel était magnifique, les villages aux alentours sont très beaux. Donc on est vraiment content d'être ici. Voilà, je vous présente mon équipe. Alors à savoir que moi, quand je me déplace, j'ai toute une équipe derrière moi de mécanos. Je ne vole pas tout seul. Toute équipe, on ne serait pas là. On voit souvent que le pilote et l'avion, mais il y a toute une équipe derrière. Voilà, donc on va descendre parmi vous. On a quelques posters, quelques autocollants à vous donner. Donc on répondra à vos questions avec plaisir. Et encore merci d'être aussi nombreux et sur ce site qui est magnifique. À bientôt. Avant le faire arriver à faire ça.